Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le 23 mars 2026, 11h30, et c'est donc la chronique du groupe Fred Zeller de la libre pensée d'Ordre. Aujourd'hui se referme la parenthèse ouverte au début de ce mois de mars en raison de la période de campagne électorale officielle, et nous avons donc respecté les indications de retrait des chroniques dans cette période pour éviter tout risque d'influence des auditeurs dans cette période donc, de campagne officielle. Aujourd'hui, nous reprenons donc notre cycle de chroniques régulières en direct le lundi à partir de 11h30 jusqu'à midi. Et le premier point donc de cette chronique pour aujourd'hui, c'est l'annonce du banquet républicain que nous organisons pour ce que nous appelons le vendredi Mals, le 3 avril 2026. Ce sera à partir de 20h à la maison de quartier Saint-Georges à Périgueux, 1 bis rue Haute-Saint-Georges, donc à Périgueux. Banquet républicain contre tous les interdits des religions et de l'État, pour l'abrogation de la loi Debré, c'est-à-dire du financement public des écoles privées, et pour l'abrogation de la loi confortant le respect des principes de la République selon son appellation officielle, en réalité, obligation de se soumettre à la pensée d'État. Laïcs, penseurs libres, militants pour la liberté, venez faire bombance sans crainte de punition divine. Venez débattre avec nous de ces objectifs en toute égalité et fraternité. Il y aura des prises de parole, des chants pour ceux qui le souhaitent, une librairie de la Fédération de la libre pensée de Dordogne et bien sûr avec des ouvrages de la Fédération nationale dont nous disposons sera disponible sur place en vente. Et puis bien évidemment, puisque c'est un banquet, je vous indique le menu: apéritif communard, rillettes, saucisses aux lentilles, fromage, salade, mousse au chocolat et crêpes, vin et café. Pour le tout, nous demandons une participation de 20 € par personne et une inscription soit par mail en écrivant à groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr ou bien en téléphonant au 07 43 31 74 27. Je répète, 07 43 31 74 27. C'est le numéro de téléphone, un nouveau numéro de téléphone qui est celui donc du groupe Fred Zeller Libre Pensée Dordogne. Et donc cette inscription, de préférence avant ou plus tard le 28 mars, c'est-à-dire samedi prochain. Donc 28 mars 2026. Voilà. Et donc, vous pouvez également régler par virement et à ce moment-là, par mail, par exemple, vous demandez à recevoir le l'IBAN qui vous permettra de procéder au virement. Voilà, c'était ça le premier point. Le second point, c'est l'annonce d'une manifestation, d'un rassemblement et d'une manifestation à laquelle notre groupe Fred Zeller des Libres Penseurs de Dordogne appelle. Manifestation le 28 mars à Périgueux, dans le cadre de la Journée de la Terre pour la défense des droits du peuple palestinien sur la base du droit international, avec les mots d'ordre: autodétermination du peuple palestinien qui doit être l'acteur de son propre destin et droit au retour des réfugiés palestiniens, fin d'occupation, de la colonisation, de l'apartheid, sanctions contre Israël, cessez-le-feu définitif et fin du génocide. Justice pour la Palestine, stop génocide. Donc, il y a un certain nombre d'associations locales et départementales qui appellent donc à ce 28 mars, donc, dont le groupe Fred Zeller. Et au plan national, toute une série d'associations ont signé. Je dirais simplement pour ce qui concerne les libres penseurs, l'Association internationale de la libre pensée, parce que c'est une journée internationale qui n'est pas limitée à la France. Et puis donc, bien sûr, la Fédération nationale de la libre pensée. Et puis nous y associons bien évidemment comme représentation départementale de la Fédération nationale de la libre pensée. Donc je répète, samedi 28 mars, 10h30, devant le palais de justice de Périgueux, à 10h30. Voilà. J'en viens maintenant à un communiqué que nous avons publié pendant cette période où il y a eu une suspension de nos chroniques. Un communiqué qui était en relation avec la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier.
et c'est un communiqué de soutien au peuple iranien et libanais. La Libre Pensée apporte son soutien au peuple iranien durement attaqué par Trump et Netanyahou. Elle se tient également aux côtés du peuple du Liban massivement bombardé, ce qui jette des dizaines de milliers de familles sur les routes. On peut dire des centaines de milliers. Un pas de plus vient d'être franchi dans la marche à l'abîme et le chaos universel. Les pertes civiles iraniennes se comptent déjà par milliers. Plus de 150 morts dans une école de filles, un hôpital ciblé. Les méthodes meurtrières expérimentées à Gaza sont banalisées. Les bombardements massifs en Iran n'ont rien à voir avec la volonté de libérer un peuple qui manifestait justement massivement ces derniers mois pour s'émanciper. Elles ont tout à voir avec la préparation d'un conflit avec la Chine. Le beau mot d'ordre « femme, vie, liberté » ne se défend pas en bombardant des écoles de filles. Les libres penseurs ont manifesté dès le premier jour pour la paix et contre l'engagement de leurs gouvernements respectifs. Ces manifestations ont lieu en France, mais également dans de nombreux pays, et spécialement aux USA où elles sont très suivies. Tout doit être mis en œuvre, tant au plan de chaque pays que sur le plan international, pour réunir les énergies, celles des salariés, de la jeunesse, de leurs organisations, partis élus, pour stopper cette machine infernale. La libre pensée y tiendra sa place dans chacun des pays où elle est présente et dans les organismes internationaux, et facilitera les coordinations nécessaires. La guerre n'est pas inéluctable. Le mouvement déjà engagé de résistance des peuples à la guerre trouvera la libre pensée à ses côtés, engagé depuis des décennies, pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Elle sait que tout cela mène à la barbarie, qu'elle est déjà là pour nos amis libanais, pour les travailleurs iraniens et les habitants de Gaza. En ces moments difficiles, elle s'associe aux demandes des familles des otages retenus à l'ambassade française de Téhéran. Déjà, les militaires parlent de reconstitution des stocks et les industriels de l'armement parlent d'investissement. C'est la guerre sans fin qu'ils préparent. Pain, paix, liberté constitue un mot d'ordre universel, c'est le nôtre et c'est le combat que nous menons avec tous ceux qui entendent s'y associer dans les institutions, dans les manifestations publiques et dans les organismes internationaux. C'est signé donc de Michel Gaudichaud pour la Libre Pensée française, la FNLP. Il est délégué de l'Association internationale de la Libre Pensée et participe donc au Conseil des droits de l'homme et il est délégué à la Conférence internationale du travail, c'est-à-dire à l'OIT. Voilà, c'est une déclaration qui date donc du 5 mars. Voilà. Et puis, je voudrais maintenant donc en venir à un problème qui nous ramène sur la question des élections municipales et de la mise en place actuellement en cours des conseils municipaux qui vont élire les maires, puisque ce sont les conseils municipaux qui élisent le maire et non pas le scrutin lui-même, même si le plus souvent, c'est la personne désignée tête de liste qui se porte candidat à ce poste de maire. Voilà. Donc, un premier sujet, c'est la question des tenues vestimentaires au travail et qui rejoint un problème qui est apparu dans un département français sur la question du respect de la laïcité. Est-ce qu'elle s'applique aux élus et notamment aux conseillers municipaux? Donc, un texte de la Fédération CGT Mines et Énergie est très important à ce sujet. Tenue vestimentaire au travail. Cette question est devenue importante ces dernières années avec son introduction dans les règlements intérieurs des entreprises de la branche, donc de la branche des mines et énergie, depuis 2017. En effet, c'est la loi scélérate et destructrice dite loi travail de 2016 qui a introduit la possibilité pour les entreprises de mettre en place des clauses de neutralité dans leurs règlements intérieurs. Ce nouvel arsenal coercitif est une arme supplémentaire mise à disposition du patronat afin d'accentuer les contraintes sur les agents et le pouvoir des directions. Tout le monde est concerné, puisque la notion de neutralité en entreprise s'applique au champ religieux, mais également politique. Cette notion extrêmement floue et complexe, juridiquement, est donc par nature largement interprétable, ce qui la rend de fait dangereuse pour nos libertés individuelles et sur le lieu professionnel. En effet, cette neutralité politique ou religieuse s'applique aujourd'hui, entre autres, aux tenues vestimentaires. Le port, par exemple, sur un vêtement d'un drapeau d'un pays, peut être identifié comme non conforme par l'employeur. Il en va de même avec le foulard, ce qui vaut aujourd'hui à des dizaines de collègues femmes d'être inquiétées dans plusieurs entreprises des industries électriques et gazières. Pourtant, le foulard ne revêt pas la même signification selon qui le porte. Cet accessoire peut être lié à une croyance, mais il peut également être un simple accessoire de mode ou porté pour des raisons médicales, par exemple.
Par ailleurs, la CGT est très attachée à la loi fondatrice sur la laïcité de 1905, qui est un des piliers de notre République et du vivre ensemble. Dans son article 1, cette loi indique que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous réserve des restrictions nécessaires à l'ordre public. Par libre exercice des cultes, la loi entend la possibilité de se réunir pour pratiquer son culte, la possibilité d'exprimer sa croyance par le port de signes religieux ou par le port de tenues. La laïcité garantit également l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance. Or, les nouvelles dispositions du règlement intérieur viennent remettre en cause cette liberté fondamentale dans nos entreprises. En effet, l'employeur exige aujourd'hui à des collègues femmes de retirer leur foulard ou de quitter l'entreprise par rapport à leur religion supposée. Il s'agit alors d'une posture discriminatoire qui vient faire voler en éclats le principe d'égalité des collègues devant la loi. Par ailleurs, il peut y avoir effectivement des restrictions apportées aux libertés individuelles citées ci-dessus, mais elles doivent être justifiées par la nature des tâches à accomplir, proportionnées au but recherché et non discriminatoires. Les exigences vestimentaires doivent donc être fondées non pas sur des attentes sociales, culturelles ou politiques quant à l'apparence des personnes, mais sur des raisons objectives comme la sécurité et l'hygiène. Voilà quelle est la boussole de la CGT en la matière, et nous revendiquons que chaque agent jouisse pleinement de ces libertés fondamentales et universelles qui sont le socle d'une société juste, égalitaire et apaisée. Donc je rappelle que c'est un texte de la Fédération CGT, Mines et Énergie. Alors j'en viens maintenant à la question donc du port d'un foulard par des élus dans un conseil municipal. Et j'apporte la contribution de la vigie de la laïcité. Jamais la laïcité n'a supposé la neutralité des élus. Le juriste Nicolas Cadenne critique dans une tribune au Monde du 21 mars 2026 une décision de justice interdisant aux élus de Chalon-sur-Saône de porter le voile pendant les séances du conseil municipal. Les élus sont en effet les représentants du peuple, pas les agents de l'administration, rappelle-t-il. L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 18 mars témoigne de la force acquise dans le débat public par les conceptions les plus restrictives de la laïcité. Si cette décision n'est pas contestée, il sera dorénavant interdit aux élus de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, de porter le voile lors des séances du conseil municipal. Ce juge a en effet rejeté la demande de suspension d'un article du règlement intérieur interdisant lors des séances du conseil municipal le, citation, port de tout signe religieux ostensible, pour justifier ce rejet d'un texte qui se dit inspiré d'une instruction du bureau de l'Assemblée nationale de 2018. Le juge des référés estime qu'une séance du conseil municipal constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s'applique le principe de neutralité. Selon le magistrat, les élus devraient donc, en vertu du principe de laïcité énoncé par l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales, s'interdire de porter des signes religieux lors des réunions du conseil municipal. La liberté de conscience et son expression. Cette décision, qui étend l'exigence de neutralité de l'institution publique à l'ensemble des élus pendant des séances du conseil municipal, soulève une difficulté majeure. L'article ci avant cité, 1111-13, n'impose pas en effet une obligation générale de neutralité religieuse à tous les élus locaux dans l'exercice délibératif de leur mandat. Il se contente de rappeler le nécessaire respect non pas de la neutralité, mais de la laïcité. Or, si la loi de mise en œuvre de la laïcité du 9 décembre 1905 impose la neutralité à l'administration publique, à ses agents, ainsi qu'à celles et ceux qui exercent une mission de service public ou représentent directement l'administration, elle garantit au contraire la liberté de conscience et son expression sous les seules restrictions nécessaires à l'ordre public, à tous les autres, parmi lesquels figurent bien sûr les élus. Cette ordonnance brouille donc la nécessaire distinction entre deux principes, la neutralité de l'institution et la liberté des élus qui y délibèrent. Une mairie, en tant qu'institution publique, ne peut pas, par exemple, afficher sur sa façade un slogan partisan appelant à l'abrogation de la réforme des retraites. Mais les élus municipaux qui y siègent peuvent en revanche débattre librement d'une telle réforme, prendre position, voter des vœux ou exprimer leur désaccord en séance. La neutralité imposée à l'institution administrative ne vaut donc pas automatiquement pour les élus qui délibèrent en son sein. Ils sont en effet les représentants du peuple
et non les agents de l'administration. Ils ont fait campagne en mettant en avant leurs convictions, voire leur appartenance philosophique ou religieuse. En démocratie, tout cela n'a rien d'anormal. Députés et ministres du culte. Jamais la laïcité n'a supposé la neutralité des élus, sauf lorsqu'ils exercent une fonction administrative déterminée. Ainsi, lorsqu'un maire ou un adjoint célèbre un mariage, il agit en tant qu'officier d'état civil. Il est dès lors soumis au principe de neutralité. Il en va de même lorsqu'il agit en tant qu'officier de police judiciaire ou lorsqu'il représente officiellement l'administration communale lors d'une cérémonie religieuse. Ces règles avaient d'ailleurs été rappelées en 2015 dans un avis adopté à l'unanimité par l'Observatoire de la laïcité, composé notamment de membres du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la magistrature, de dirigeants des administrations centrales et de parlementaires de tous bords. Elles s'inscrivent en outre dans une jurisprudence constante. L'instruction contestable du bureau de l'Assemblée nationale dont s'est inspiré le conseil municipal de Chalon-sur-Saône est certes applicable aux députés en séance, mais il ne saurait fonder un principe général s'imposant à tous les élus locaux. Une telle transposition remettrait en effet en cause leur liberté fondamentale d'expression. Faut-il rappeler qu'encore aujourd'hui, des religieuses ou des moines sont conseillers municipaux dans diverses communes de France ? Faut-il rappeler que le maire de Dijon lui-même fut, entre 1945 et 1968, un religieux, le chanoine Kir, et qu'il portait régulièrement la soutane en mairie comme à l'Assemblée nationale ? Faut-il rappeler que notre histoire parlementaire a compté plus de 400 ministres du culte parmi les députés, sans que cela ait jamais été tenu pour incompatible avec notre régime de laïcité ? Une discrimination. Le Conseil d'État a d'ailleurs jugé le 23 décembre 2010 que rien n'autorise l'exclusion des candidats aux élections municipales qui feraient état de leurs convictions religieuses en affichant un signe. La Cour de cassation a en outre jugé, le 1er septembre 2010, qu'un maire, privant de parole un conseiller municipal au motif qu'il porte un signe religieux, commet une discrimination dès lors que le port de ce signe n'est pas constitutif d'un trouble à l'ordre public. Une ordonnance du juge des référés ne crée pas du droit, a fortiori lorsqu'elle s'écarte d'une jurisprudence constante, mais elle opère un pas, en souhaitant faire entrer l'élu local lorsqu'il siège en séance publique dans le champ de la neutralité de l'administration, elle surinterprète le principe républicain de laïcité. Cette décision dit quelque chose de notre époque. Elle acte la propagation jusqu'au sein de la justice d'une conception déformée de la laïcité qui transforme une garantie de liberté en un instrument de restriction. Nicolas Cadenne est consultant et formateur sur la laïcité et la gestion des faits religieux, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité et membre de l'Académie de Nîmes. Voilà, donc c'était, je pense, une mise au point extrêmement importante faite par Nicolas Cadenne, donc qui est un très très grand spécialiste de la loi de 1905 et de son application, que je viens donc de porter à votre connaissance. Alors, je voudrais maintenant porter à votre connaissance un texte qui est signé de Mornia Lapsi, que nous avons déjà cité dans notre chronique, et qui dit ceci. Bouclier contre les bombes du capital. Le monde nous bombarde par les écrans, les mots, les images et discours. Les médias dominants arrosent sans relâche, plantent la peur, sèment la confusion, creusent la fatigue. Ils frappent nos esprits, détournent nos émotions, colonisent nos imaginaires. C'est une guerre d'images, une guerre d'idées, une guerre de conscience. Et pendant que les ondes s'acharnent, d'autres bombes explosent. Les vraies. Les guerres du capital labourent la terre, déchiquettent les peuples. L'impérialisme avance par les drones, par la finance, par les blocus et les écrans. Il tue, il exploite, il ravage avec des tanks ou des contrats, avec des missiles ou des mots. Tout ce qui brise sert son empire. Ces violences ne sont pas que lointaines. Elles entrent en nous, s'infiltrent dans nos corps et dans nos têtes. Elles créent l'épuisement, l'angoisse, la résignation. Elles volent nos forces et nos rêves. Le capitalisme a fait de la souffrance un instrument, de la peur une économie, de la lassitude un pouvoir. Il fait de la vie même un terrain d'occupation. Alors se protéger devient un geste de survie. Respirer, se reconnecter à soi, écouter son corps et son homme, aimer plus fort, se tenir entre nous, se relever ensemble.
La tendresse n'est pas un luxe, c'est une barricade. Le soin n'est pas une pause, c'est un acte politique. Notre douceur est une insoumission. Dans ces temps si durs, ce qui se joue en réalité, c'est l'appropriation, l'accaparement, la volonté d'avoir toujours plus, économiquement, structurellement, politiquement, territorialement. La volonté de dévorer pour un impérialisme guerrier tout ce qui peut lui apporter du profit au détriment des vies, tel un ogre il avance, engloutissant jusqu'à même des enfants, déchiquetant juste pour mettre la main, ses mains énormes, composées de doigts américains, anglais, français, israéliens sur une terre, des terres qu'il voit comme de l'or. Ils laissent dégouliner le sable entre leurs mains ensanglantées, et en réalité, ce qu'ils y voient, c'est une pluie de pétrole brut et de minerais précieux. Les pupilles dilatées, le souffle haletant, ils jubilent, électrisés, ivres de leur propre appétit. Ils jubilent encore et encore. La maltraitance, l'exploitation, l'expropriation, la colonisation les excitent, les nourrissent, les rendent plus monstrueux encore. Ils en redemandent. Tuant les femmes, les enfants, les peuples, si l'argent était un homme, il serait meurtrier, certainement, en série, assurément. Mais il n'a pas besoin de respirer pour cela. Ceux qui en rêvent la nuit comme on rêve d'un être qu'on aime sont prêts à tout pour lui, prêts à tout pour peser lourd de son poids. Trump, cet ogre gargantuesque, et ses amis de table s'empiffrent de fric comme on s'empiffre d'un festin. Ni faim ni soif, juste pour satisfaire ce besoin de pouvoir, cette envie de domination du monde, de la nature, des gens. Leur appétit est monstrueux, inextinguible, et ils détruisent tout sur leur passage, laissant derrière eux un monde affamé, saignant, épuisé. Parce que nos chairs respirent, nos hommes pleurent, nos cœurs saignent, et cela ne peut se soigner uniquement par le militantisme. Il est de notre devoir de nous ancrer, de nous protéger, de bercer nos hommes comme une mère berce son enfant, d'enlacer nos cœurs comme deux êtres chers pour se montrer leur amour, de protéger nos corps comme la laine douce nous enveloppe dans des temps si froids. Dire cela ne veut pas dire qu'on oublie la détresse, les cris, les pleurs, la souffrance de celles et ceux que nous portons en nous, qui sont à quelques kilomètres de chez nous, écrasés par les mains sanguinaires, écrasés par les pluies de Tomahawk, de ceux qui se gavent d'opulence. Ils ne veulent pas que nous soyons en deuil à chaque minute, à chaque heure qui nous appartiennent. Pour pouvoir nous libérer, pour ne pas capituler, il est essentiel et vital de nous enrichir de nous-mêmes, de ne pas répondre à l'injonction qu'ils ont tenté de nous imposer. Eux, les ogres, voudraient nous garder vivants, morts, pour continuer à nous exploiter. Or nos hommes et nos corps, notre santé, sont indéniablement la force qui nous permet de rester debout et de contrecarrer leurs plans. Alors il faut préserver notre santé, nos hommes, juste pour rester debout, au moins juste pour sourire encore un peu, juste pour aimer encore un peu cette vie, juste pour s'aimer. Ils tuent, nous transpirons, ils sèment la mort, nous faisons circuler la vie, ils détruisent, nous réparons, ils pillent, nous partageons. Parce qu'ils sont les armes, nous avons la force des hommes. Parce qu'ils ont les profits, nous avons la solidarité du cœur. Ils croient régner, mais nous créons. Ils dominent, mais nous résistons. Ils veulent tout posséder. Nous sommes ceux qui ne s'achètent pas. Nous ne baisserons pas la tête. Nous marcherons, le poing levé, le cœur plein de feu. Et tant qu'il restera une seule étincelle d'humanité, ils n'auront jamais gagné. Mornia Lapsi. Voilà. Je pense que ce texte était important à lire. Et je voudrais lire un second texte qui est écrit, lui, par Philippe Diaz, l'autre voix de l'Amérique, et qui est titré « Une nouvelle guerre impérialiste par procuration ». La promesse électorale de Trump était pourtant claire. Il serait le président de la paix, celui qui allait mettre fin aux guerres sans fin et rétablir la paix au Moyen-Orient. Et voici que son opération Epic Fury, fureur épique, lancée avec Israël contre l'Iran le 28 février, embrasse toute une partie de la région. Rappelons que 7 pays ont été bombardés depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, soit un record après seulement 1 an de mandat. Maintenant, il rejette la responsabilité de cette guerre sur l'accord signé par Obama, disant que s'il n'avait pas dénoncé l'horrible accord nucléaire iranien d'Obama, l'Iran aurait possédé l'arme nucléaire il y a 3 ans. Malheureusement pour Trump, l'Iran n'était pas à quelques jours ou semaines de se doter de l'arme nucléaire, comme l'a déclaré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi. Il a dit que les frappes américaines contre l'infrastructure nucléaire iranienne en juin dernier avaient causé des dégâts considérables. La propagation nucléaire de Téhéran, le programme nucléaire de Téhéran était donc très ralenti, on pourrait même dire gelé, voire quasiment à l'arrêt, a-t-il précisé. Pourtant,
L'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé le 22 février que l'Iran enrichissait l'uranium bien au-delà du seuil pour un usage civil. Il a déclaré que le pays était probablement à une semaine de disposer de matières permettant la fabrication de bombes industrielles. Puis, loin de son discours sur l'état de l'Union, Trump a déclaré que l'Iran construisait des missiles balistiques intercontinentaux qui atteindront bientôt les États-Unis d'Amérique. Les services de renseignement américains avaient pourtant démenti cette version. Une évaluation non classifiée de la Defense Intelligence Agency datant de l'année dernière indique que la perspective d'une frappe iranienne sur les États-Unis avec un missile balistique intercontinental est encore lointaine à une dizaine d'années de là. Si le secrétaire de la guerre, Hegseth, quant à lui, a évoqué un renforcement de l'arsenal conventionnel iranien, préparant selon lui le terrain pour des menaces plus graves. Il a déclaré « L'Iran développait des missiles et des drones puissants pour créer un bouclier conventionnel afin de soutenir ses ambitions de chantage nucléaire. » Mais voilà. Depuis, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a mis la main sur le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour environ un tiers du commerce mondial de pétrole par voie maritime, ce qui a produit une escalade dans le développement de cette guerre. La véritable raison de l'attaque américaine contre l'Iran n'a rien à voir avec la volonté du pays de se doter de l'arme atomique, mais vise plutôt le contrôle du flux du pétrole mondial. Le fait que des progrès aient été réalisés et que des négociateurs iraniens avaient accepté non seulement de renoncer à l'arme atomique, mais aussi de réduire leur production d'uranium raffiné, de la transférer hors du pays et de se soumettre à un contrôle sans précédent, a rendu urgente une attaque américaine immédiate contre l'Iran. L'objectif est de contrôler le pétrole du Proche-Orient, ce qui a toujours été une fixation des États-Unis. Le général Petraeus, qui avait d'ailleurs exposé ce plan des années auparavant en déclarant « Nous allons conquérir 7 pays du Proche-Orient, l'Iran en étant le point culminant ». Fin de citation. En réalité, ces plans remontent à 1974, lorsque l'OPEP a quadruplé les prix du pétrole. Les États-Unis ont alors déclaré « Vous pouvez quadrupler les prix, mais nous devons contrôler le commerce mondial du pétrole, car le pétrole est un point névralgique. » Chaque pays a besoin de pétrole pour son industrie, ses transports, son électricité pour se chauffer. Si nous contrôlons le commerce mondial du pétrole, nous pourrons l'utiliser comme un levier diplomatique. Et nous n'avons pas besoin de posséder le pétrole. Nous n'avons pas besoin de renverser les pays de l'OPEP, comme nous l'avons fait avec le gouvernement iranien en 1953, lorsqu'il voulait nationaliser le pétrole. Vous pouvez nationaliser votre pétrole. Un accord, fin de citation. Un accord fut trouvé, comme le raconte dans le livre John Perkins, Confession d'un assassin économique. L'accord stipule que tous les profits et rentes pétrolières seront prêtés aux États-Unis, réinvestis aux États-Unis, convertis en dollars et investis dans les titres du Trésor américain, des obligations américaines et des actions américaines, afin que cet argent fasse partie intégrante de l'économie américaine. La politique étrangère américaine a toujours été fondée sur le principe que le contrôle du commerce mondial du pétrole permettrait de contrôler l'économie mondiale. Mais pour y parvenir, il fallait empêcher que les autres pays d'acheter du pétrole à des pays non contrôlés par les États-Unis. D'abord à l'Iran, après la chute du Shah, puis après 2022 à la Russie, d'où les sanctions contre la Russie et la destruction de l'oléoduc. Ensuite, des sanctions contre le Venezuela pour empêcher les autres pays d'acheter du pétrole vénézuélien, et maintenant le retour à l'Iran pour empêcher ce pays de vendre son pétrole à la Chine. 80% des exportations pétrolières iraniennes étaient jusqu'ici destinées à la Chine. Vous retrouverez la fin de ce texte en ligne sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée et sur les sites du groupe Fred Zeller. Je vous rappelle les 2 rendez-vous que je vous ai proposés en début de chronique. Donc, tout d'abord, samedi 10h30 devant le palais de justice de Périgueux, donc manifestation donc dans le cadre de la Journée de la Terre. Et inscrivez-vous avant samedi 28 mars au banquet républicain du vendredi dit malsain, donc contre les interdits des religions et de l'État. Voilà, nous en avons terminé avec cette chronique et nous nous retrouvons lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, libre penseur de Dordogne. Merci à Antoine pour la technique. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la libre pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr,
toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive